Dans cette vidéo, on va continuer à s'intéresser à la notion de sous-espace vectoriel. Voici un premier théorème. Il concerne la notion d'intersection de sous-espaces vectoriels et il dit en fait que l'intersection de sous-espaces est un sous-espace. Lisons ensemble. Donc soit f et g deux sous-espaces d'un même espace vectoriel E, alors leur intersection f inter g est aussi un sous-espace vectoriel de E. Vérifions-le en vérifiant les deux propriétés. Tout d'abord, le vecteur nul appartient à f inter g. Pourquoi? Parce que, étant donné que f et g sont deux sous-espaces, le vecteur nul il appartient à la fois à f et à la fois à g, donc il appartient à f inter g. Pour ça, ok. Ensuite, il y a la stabilité par combinaison linéaire. Si jamais on regarde une combinaison linéaire lambda x plus mu y où lambda et x sont tous les deux des vecteurs de f inter g, en fait ce qui se passe c'est que comme ils sont à la fois dans f et dans g, premièrement x et y appartiennent tous les deux à f, donc on a sous les yeux une combinaison linéaire de vecteurs de f, donc par stabilité cette combinaison elle appartient à f. Et puis deuxièmement, x et y appartiennent aussi tous les deux à g, donc c'est une combinaison linéaire de vecteurs de g, donc par stabilité, cette combinaison linéaire appartient aussi à g. Conclusion, elle appartient à f inter g, puisqu'elle appartient aux deux. Voilà ce qui conclut la démonstration. Alors maintenant, le théorème va un peu plus loin. Il dit que, en fait, une intersection, non pas de juste deux sous-espaces vectoriels, mais une intersection quelconque de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Vous voyez ici, le théorème parle d'une famille FI, où I appartient à grand I un ensemble quelconque de sous-espaces. Si on est dans cette situation, alors l'intersection ici des FI est un sous-espace vectoriel. On va pas faire la démonstration, mais en fait, elle n'est pas plus compliquée, c'est exactement le même principe. A noter que si l'intersection de sous-espaces est bien un sous-espace, en revanche, l'union de sous-espaces n'est en général pas un sous-espace. On y reviendra. On va maintenant s'intéresser à une nouvelle notion qui concerne les espaces vectoriels, c'est la notion de sous-espace engendré par une famille de vecteurs. Dans cet encadré, on a une définition et un théorème. On va d'abord s'intéresser à la partie définition. Ici, fixons des vecteurs de E, les E1, En. On va s'intéresser à un ensemble que l'on note le vect de E1, En et qui s'appelle le sous-espace engendré par E1, En. Et regardez, c'est l'ensemble suivant. C'est l'ensemble de tous les lambda 1, E1 plus lambda 2, E2 plus lambda n, En, où les lambda i peuvent valoir toutes les valeurs imaginables de K. Autrement dit, cet ensemble, le vect de E1, En, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires que l'on peut réaliser à l'aide des vecteurs E1, En. Bon, pour bien comprendre cette définition, prenons quelques exemples. Imaginons qu'on se place dans un espace de fonctions, par exemple l'espace des fonctions de R dans R. Dans cet espace, un vecteur, c'est une fonction. Du coup, si jamais on regarde le vect de deux fonctions, comme par exemple le vect de cosinus et sinus, eh bien cet ensemble, c'est donc l'ensemble des fonctions qui sont du type lambda fois cosinus, plus mu fois sinus, où lambda et mu peuvent prendre toutes les deux n'importe quelle valeur réelle. Donc par exemple, la fonction 3 cosinus moins 5 sinus, c'est une fonction qui appartient à ce vect. D'ailleurs, la fonction sinus aussi appartient à ce vect, puisque cette fonction sinus, on peut la mettre sous la forme de 0 fois cosinus, plus 1 fois sinus, bien sûr. Il y a naturellement une infinité de fonctions qui appartiennent à ce vect. En fait, on voit ici qu'on a deux degrés de liberté qui sont lambda et mu. Il y a aussi des espaces vectoriels que l'on connaît déjà et que l'on va pouvoir écrire comme des vects. Regardez, par exemple, si jamais on se place dans l'espace des polynômes, R crochet X, et que dans cet espace on regarde le sous-espace R2 crochet X, qui est le sous-espace vectoriel des polynômes qui sont de degré inférieur à 2. On le sait, c'est un sous-espace vectoriel, on l'a déjà démontré. Et bien en fait, ce sous-espace, c'est l'ensemble des polynômes que l'on peut écrire comme les AX2 plus BX plus C, où A, B et C peuvent prendre toutes les valeurs réelles possibles. Eh bien ça, c'est bien un vect. Il s'agit du vect des trois polynômes suivants, x2, x et 1, puisque c'est toutes les combinaisons linéaires que l'on peut faire à partir de ces trois polynômes x2, x et 1. Encore un dernier exemple, si maintenant on se place dans un espace de matrice, on va se mettre dans M2 de R, l'espace des matrices carrées de taille 2. Et si dans cet espace on s'intéresse à l'ensemble des matrices diagonales. Cet ensemble, c'est donc l'ensemble des matrices qui s'écrivent de cette façon-là, lambda 0, 0, mu, où lambda et mu peuvent prendre toutes les valeurs réelles possibles. Or, ici, cette matrice-là qu'on vient de dessiner, on peut la mettre sous la forme de lambda fois cette matrice-là, plus mu fois cette matrice-là,
avec, encore une fois, lambda et mu qui peuvent prendre toutes les valeurs réelles. Maintenant, quand on l'a mis sous cette forme-là, eh bien, on comprend qu'il s'agit bien d'un vecte. Il s'agit du vecte de deux vecteurs. Je rappelle que là, dans cet espace, un vecteur, c'est une matrice. Donc il s'agit du vecte des deux matrices qu'on a écrites. Maintenant qu'on a bien compris cette définition, passons à la partie théorème. Et en fait, elle est très simple. Elle dit que, quels que soient les vecteurs E1, En de l'ensemble E, le vecte des EI est toujours un sous-espace de grand E. Prouvons-le. On va donc d'abord commencer par fixer E1, En des vecteurs de E. Et montrons que le vecte des EI est un sous-espace. Pour ça, on va démontrer les deux conditions. Tout d'abord, le fait que le vecteur nul, 0, appartient à ce vecte. Alors pourquoi est-ce que 0 appartient toujours à n'importe quel vecte? Eh bien tout simplement parce que 0, on peut le mettre comme une combinaison linéaire des E1, En. Il suffit de dire que 0, c'est 0 fois E1, plus 0 fois E2, etc., plus 0 fois En. Passons maintenant à la stabilité par combinaison linéaire. On va donc fixer deux vecteurs x et y qui appartiennent tous les deux à ce vecte, et deux scalaires lambda et mu. Et puis montrons que la combinaison linéaire lambda x plus mu y appartient elle-même à ce vecte. Pour le montrer, on va d'abord utiliser notre hypothèse, c'est-à-dire traduire le fait que les deux vecteurs x et y eux-mêmes sont des éléments de ce vecte. Dire que x est dans ce vecte, ça veut dire qu'il est une combinaison linéaire des EI. Autrement dit, il existe des coefficients alpha i, tels que x est égal à la somme des alpha i EI. De la même manière pour y, qui appartient aussi à ce vecte, il existe des coefficients bêta i, tels que y est égal à la somme des bêta i EI. De là, si on s'intéresse au vecteur qui nous intéresse, c'est lambda x plus mu y, eh bien on peut remplacer x par toute cette expression, et même chose pour y, ce qui donne ça. Notre objectif, c'est de démontrer que cette quantité est une combinaison linéaire des EI, et en fait on voit que c'est le cas. Il suffit ici de réordonner tous les éléments. On voit que, en fait, on a une partie qui est en E1 et qui est la suivante, etc., jusqu'à une partie qui est en En et qui est la suivante. Maintenant, ce qu'on a sous les yeux, c'est bien une combinaison linéaire de E1, En, ce qui montre bien que lambda x plus mu y appartient lui-même au vecte de E1, En. En fait, ici, ce qu'on a démontré, c'est que une combinaison linéaire de combinaisons linéaires des EI est elle-même une combinaison linéaire des EI. En tout cas, ça conclut la démonstration. On peut remarquer, et c'est d'ailleurs le but de la fin de ce théorème de définition, que cet ensemble, le vecte de E1, En, non seulement c'est un sous-espace vectoriel, mais c'est en fait le plus petit sous-espace vectoriel qui contient les vecteurs EI, au sens où si jamais il y a un sous-espace F qui contient les vecteurs EI, alors forcément il contient tout le vecte des E1, En. Autrement dit, le vecte de E1, En est inclus dans F. En fait, quand on y réfléchit, c'est évident, puisque si jamais vous avez un sous-espace F qui contient tous les vecteurs EI, alors comme il est stable par combinaison linéaire, du coup, il contient toutes les combinaisons linéaires qu'on peut faire avec les EI, autrement dit, il contient tous les vecteurs du vecte des EI, ce qui signifie bien que ce vecte est inclus dans F. Maintenant qu'on a cette notion de vecte, on va pouvoir regarder les sous-espaces les plus simples que l'on peut trouver dans absolument tous les espaces vectoriels possibles et imaginables. Bon, déjà, il y a le plus simple qui existera dans absolument tous les espaces vectoriels, c'est l'ensemble qui ne contient que le vecteur nul. Ça, c'est toujours un sous-espace, puisqu'il contient le vecteur nul, premièrement, et deuxièmement, il est stable par combinaison linéaire, puisque si vous faites des combinaisons linéaires du vecteur nul, vous obtenez le vecteur nul. Voilà, il s'appelle le sous-espace nul. Géométriquement dans l'espace, qu'est-ce que c'est? C'est juste un point, voilà, le vecteur nul. Deuxième exemple de sous-espace très simple qu'on peut imaginer, c'est un sous-espace qui serait engendré par un seul vecteur. Si jamais E désigne un vecteur de E, et qu'on considère ce sous-espace le vecte de E, juste un seul vecteur. Alors par définition, c'est l'ensemble des lambda E, où lambda appartient à un K. En fait, c'est des combinaisons linéaires de un seul vecteur qu'on peut faire. Or, ces vecteurs, ils portent un nom. En fait, c'est les vecteurs qui sont collinaires à E. C'est bien ça, être collinaire à un vecteur E, c'est être du type lambda fois E pour un scalaire lambda. Si jamais ce vecteur E, il est non nul, alors ce sous-espace, il porte un nom, on l'appelle une droite, enfin la droite vectorielle engendrée par le vecteur E. Parfois, cette droite vectorielle, elle est notée K fois E pour dire que c'est l'ensemble des lambda, avec lambda qui vaut n'importe quoi dans K, fois E.
Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ce type d'ensemble une droite vectorielle? Eh bien là, pour le comprendre, il faut imaginer qu'on n'est pas dans un espace vectoriel quelconque E, mais qu'on est dans R2. Si on est dans R2, le vecteur E, ben, il est représentable ici comme à droite par une flèche dans le plan. Et du coup, si maintenant on regarde l'ensemble des vecteurs qui sont du type lambda fois E, où lambda prend toutes les valeurs réelles, là on est dans R2, on est dans un R espace vectoriel, eh bien ces vecteurs-là, ils vont parcourir toute la droite ici qui est portée par ce vecteur E, puisque les lambda, quand ils décrivent R, valeur positive ou négative, ici, le vecteur lambda fois E va prendre toutes les valeurs possibles qui appartiennent à cette droite. C'est pour ça qu'on utilise par extension, en quelque sorte, le mot droite vectorielle, même si on n'est pas dans R2, pour dire que, bah, en fait, ça se comporte exactement comme si on y était. De façon générale, quand on fait des raisonnements sur les espaces vectoriels, on a tendance à représenter les vecteurs de cette manière-là, avec des flèches. C'est une façon très symbolique de représenter les choses, hein, puisque, on l'a vu, un vecteur, c'est pas forcément une flèche qui est dans R2, ça peut être une fonction, une matrice, un polynôme, mais il n'empêche que ça donne en quelque sorte une imagerie mentale très efficace pour comprendre ce qui se passe. La prochaine étape, c'est de se poser la question de ce qui se passe lorsqu'on regarde un sous-espace engendré par non pas un vecteur, mais par deux vecteurs. Fixons deux vecteurs de E, E1 et E2. Le sous-espace vect de E1, E2, par définition, c'est l'ensemble des lambda 1, E1 plus lambda 2, E2, où lambda 1 et lambda 2 prennent n'importe quelle valeur scalaire. Le cas qui est intéressant de regarder, c'est le cas où les deux vecteurs E1 et E2 ne sont pas collinaires entre eux. Dans ce cas, en fait, cet ensemble, il porte un nom, on l'appelle le plan vectoriel engendré par E1, E2. C'est la définition générale mathématique de ce qu'on appelle un plan vectoriel. C'est un sous-espace engendré par deux vecteurs qui ne sont pas collinaires. Pour comprendre pourquoi on parle ici de plan, encore une fois, il faut regarder schématiquement ce qui se passe à droite quand on dessine des vecteurs qui appartiennent à l'espace traditionnel, c'est-à-dire R2 et R3. Étant donné que E1 et E2 ne sont pas collinaires, eh bien, ils partent dans, en quelque sorte, deux directions différentes de l'espace. À ce moment-là, dans notre ensemble, on a deux degrés de liberté. On a lambda 1 et on a lambda 2. Si jamais on joue sur lambda 1 ici, alors ça va nous permettre de nous déplacer dans l'espace dans cette direction-là, la direction engendrée par E1, dans n'importe quelle direction, dans un sens ou dans l'autre. En fait, on se déplace librement sur cette droite vectorielle. Et puis maintenant, si on joue sur le paramètre lambda 2, ça dans l'espace, ça va nous permettre de nous diriger dans cette direction-là, dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire sur la droite vectorielle engendrée par E2. Du coup, si maintenant on s'autorise à jouer sur les deux, hein, ce qui est bien le cas dans le vect, on fait ce qu'on veut avec ces deux paramètres, alors ce qui va se passer géométriquement, c'est qu'on va pouvoir atteindre tous les points qui se situent dans le plan ici qu'on a dessiné sur ce schéma. Par exemple, si on prend n'importe quel vecteur de ce plan comme celui-ci, eh bien on va pouvoir l'atteindre en jouant sur les deux directions. Ce vecteur, on va pouvoir le mettre comme la somme de ce vecteur-ci, qui est porté par E1, plus ce vecteur-là, qui est porté, lui, par E2. Du coup, en fait, quand on est dans R2 ou R3, on comprend bien que le vect de deux vecteurs non collinaires, il donne ce que géométriquement on appelle un plan depuis l'Antiquité, et c'est donc par extension que dans un espace vectoriel quelconque, le vect de deux vecteurs non collinaires, on appelle aussi ça un plan vectoriel. Encore une fois, qu'on soit dans un espace vectoriel de fonctions, de matrices, de vecteurs colonnes ou quoi que ce soit, il est tout à fait pertinent de faire des dessins à l'aide de flèches, même si, par nature, les vecteurs ne sont pas forcément des flèches. Une fonction, c'est pas une flèche, par exemple. Mais pourtant, ces dessins symboliques permettent de donner une intuition et sont très utiles pour développer les démonstrations. L'idée, c'est vraiment que, quel que soit l'espace vectoriel que vous considérez, les vecteurs, c'est pas forcément des flèches, mais ça se comporte de la même manière. On va finir la vidéo avec un exercice qui va vous permettre de voir si vous avez bien compris toutes ces notions. On se place dans E est égal à R crochet X, donc l'espace vectoriel des polynômes, et on considère deux ensembles. F, c'est l'espace engendré par X et X2, et puis G, c'est l'ensemble des polynômes qui s'annulent en 2. La première question, c'est de justifier que F et G sont tous les deux des sous-espaces de E. Là, mettez pause dans la vidéo et on fait la correction juste après. Allons-y. Alors en fait, pour F, il n'y a strictement rien à démontrer puisque F est déjà par définition le sous-espace engendré par X et X2, donc c'est un sous-espace, on l'a démontré dans cette vidéo. Ok. Maintenant pour G, il faut bien faire une démonstration. Alors d'abord, on va vérifier que le polynôme nul appartient bien à G, et bien sûr qu'il appartient. Quand on l'évalue en 2, il vaut bien 0 puisque ce polynôme nul, il est nul partout.
Ensuite, deuxièmement, la stabilité par combinaison linéaire. On fixe deux polynômes de G, P et Q et deux scalaires lambda et mu. Et le but est de démontrer que lambda P plus mu fois Q appartient aussi à G. C'est-à-dire que ce polynôme, lambda P plus mu fois Q, s'annule en 2. C'est ça la question. Du coup, on regarde lambda P plus mu fois Q de 2. Ça, par définition, c'est lambda fois P de 2 plus mu fois Q de 2. Or, en fait, P de 2 vaut 0 puisque P, il appartient à G par définition. Et puis Q de 2, même chose, il vaut 0. Donc cette quantité vaut lambda fois 0 plus mu fois 0, elle vaut bien 0, ce qui montre que lambda P plus mu fois Q appartient bien à G. Ça termine la stabilité par combinaison linéaire. Conclusion, G est bien un sous-espace de E, ok. Passons maintenant à la deuxième question. Il s'agit de montrer ici que F inter G, que l'on sait être un sous-espace, on l'a démontré dans cette vidéo, est une droite vectorielle. Là, c'est plus dur. On va vous donner une indication pour commencer. Voilà le conseil. Essayez de considérer un polynôme P qui appartient à ce fameux ensemble F inter G auquel il faut qu'on s'intéresse. Puis, essayez de traduire ce que ça signifie sur P. Être dans F inter G, c'est être à la fois dans F et dans G. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être dans F? Qu'est-ce que ça veut dire être dans G? Et puis ensuite, essayez de combiner ces informations pour voir ce que ça donne comme information sur ce polynôme P. Voilà les conseils. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y pour la correction. Alors on va suivre notre propre conseil et commencer par considérer un polynôme P qui appartient à F inter G. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà il appartient à F, ce qui signifie que par définition c'est une combinaison linéaire de x et de x2. Autrement dit, il existe des scalaires lambda et mu tels que P est égal à lambda x plus mu fois x2. D'autre part, P appartient à G, ce qui signifie donc par définition que P de 2 est égal à 0. Maintenant, en fait, on peut combiner les deux informations. P de 2 est égal à 0. Ça signifie, d'après cette expression qu'on a là de P, que lambda fois 2 plus mu fois 2 au carré, c'est-à-dire plus 4 mu, est égal à 0. Cette égalité, elle montre en fait que les deux constantes lambda et mu sont liées l'une à l'autre. On peut en exprimer l'une en fonction de l'autre. Mettons qu'ici, on exprime lambda en fonction de mu. Ça nous donne donc que lambda est égal à moins 2 mu. À partir de là, on peut revenir à ce qu'on savait sur P, il est égal à lambda P plus mu fois Q, et remplacer lambda plus mu fois x2, et remplacer lambda par moins 2 mu, ce qui donne donc que P est égal à moins 2 mu fois x, plus mu fois x2. Ça, c'est une quantité qu'on peut factoriser par mu, ce qui nous donne que c'est mu fois moins 2x plus x2, qu'on va réorganiser en x2 moins 2x. Bon, regardez bien cette égalité dans les yeux, elle signifie quelque chose. Elle signifie en fait que ce polynôme P, il est collinéaire au polynôme qu'on a ici à l'intérieur de cette parenthèse, le polynôme x2 moins 2x. Autrement dit, elle signifie que P appartient au vecte de x2 moins 2x. Ok, ce vecte, c'est bien une droite vectorielle ici, puisque c'est un espace engendré par un seul polynôme, le polynôme x2 moins 2x. Maintenant, prenons du recul sur ce qui vient d'être fait. On a pris au départ un polynôme P de f inter G quelconque, et on a montré que ce polynôme, forcément, il était dans cette droite vectorielle, le vecte de x2 moins 2x. C'est donc ici une inclusion d'ensemble. Étant donné que ce travail il est vrai pour n'importe quel polynôme P de f inter G, on a en fait démontré ici que f inter G est inclus dans ce vecte. Pour conclure l'exercice, il nous reste à démontrer l'inclusion inverse, c'est-à-dire le fait que ce vecte est inclus dans f inter G. C'est ce qu'on va essayer de démontrer à partir de maintenant. Pour montrer ça, il n'y a pas de mystère, on va considérer un polynôme P de vecte de vecte de x2 moins 2x, et on va montrer que ce polynôme P appartient nécessairement à f inter G. Allons-y, ce polynôme par définition, il est collinéaire à x2 moins 2x, donc il existe un réel lambda tel que P est égal à lambda fois x2 moins 2x. Cette quantité, on peut la développer, ça donne lambda fois x2 moins 2 lambda fois x. Pourquoi faire ça? Parce que sous cette forme, on voit tout de suite que P est une combinaison linéaire de x2 et de x. Donc immédiatement, ça nous donne que P appartient à F. Et maintenant il reste à montrer que P appartient aussi à G, et ça, il suffit pour ça de montrer que P de 2 vaut 0. Évaluons P en 2. On peut pour cela utiliser par exemple cette expression-là, et ça nous donne que P de 2 est égal à lambda fois, et vous voyez en 2 dans la parenthèse, ça donne 4 moins 4, 0, voilà. P de 2 est égal à 0, ça montre que P appartient à G. P appartient donc à la fois à F et à G, il appartient donc à F inter G. Ce travail étant vrai pour tous les P appartenant à x2 moins 2x, on a bien montré l'inclusion souhaitée. Maintenant, regardez les deux phrases qui sont encadrées, elles donnent les deux inclusions des deux ensembles.
Ces deux ensembles sont donc égaux. Ça conclut l'exercice. F inter G est égal au vecte de x2 moins 2x, ce qui prouve bien que F inter G est une droite vectorielle.